Namaïsatou Ndiaye, bonjour. Vous êtes en charge et en responsabilité des questions des relations entreprises au niveau de la DELF. Oui. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'est la DELF et globalement aussi ce qu'est le point vert? Parce que je crois que la DELF porte une politique massive, importante sur la question du point vert. Tout à fait. Alors, merci Yann. Effectivement, donc, moi je travaille chez Adelph. Adelph est une société privée et qui a pour objectif surtout de prendre en charge la responsabilité des producteurs français qui mettent sur le marché des produits emballés et qui vont être consommés ou utilisés par les ménages français. Donc nous, la particularité que l'on a, c'est qu'on a été créé par les entreprises du monde vitivinicole en 92 pour leur permettre justement de répondre à cette obligation qui leur avait été faite par le décret qui était sorti à l'époque. En ce qui concerne le point vert, aujourd'hui, le point vert, c'est l'illustration très claire de la participation de ces entreprises. C'est un symbole qui vient signifier que l'entreprise, moi j'aime bien dire qu'elle est responsable et qu'elle verse la contribution pour assurer la fin de vie des déchets d'emballage qu'elle met sur le marché français et qui sont consommés par le ménage français. En matière de champ du conseil, ou en tout cas de l'appui au niveau du monde viticole, des vigneronnes et des vignerons, vous avez ancré ou réancré votre identité à travers notamment l'apparition d'un guide de l'éco-conception des emballages dans la filière vin. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près quels sont vos métiers, vos activités vis-à-vis des vigneronnes et des vignerons sur cette question et en quoi le guide peut les appuyer? Tout à fait. Alors le premier que l'on va avoir va concerner la contribution qu'elle nous verse, puisqu'il ne faut pas oublier que le point vert, c'est le versement d'une contribution financière qui est payée et calculée en fonction des emballages qui sont mis sur le marché. Et au-delà de ça, donc on a aussi une obligation, ou du moins un rôle d'accompagnement à exercer auprès de ces entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, et notamment sur le secteur vitivinicole, puisque cela représente la quasi-totalité de nos adhérents, de les accompagner dans les démarches d'éco-conception, de réduction à la source qu'elles pourraient avoir sur leurs emballages. C'est un objectif qui est fixé aussi bien aux entreprises que à nous-mêmes, sociétés agréées par les pouvoirs publics. Donc on a tout à jouer auprès de ces acteurs et de les inciter de plus en plus à utiliser soit des emballages qui sont moins lourds ou qui vont être plus facilement recyclables. Bien évidemment, la question ne se pose pas pour le verre en termes de recyclabilité. Il n'empêche qu'aujourd'hui, on peut toujours avoir des bouteilles lourdes mises sur le marché alors que d'autres acteurs, ou voire même les fournisseurs, proposent des bouteilles qui sont allégées et qui permettraient donc de limiter l'impact environnemental de ces entreprises, mais également de limiter leurs coûts. Ça, c'est un aspect que l'on oublie. On parle souvent d'environnement, mais l'environnement, comme on peut le voir avec la démarche RSE, on va toucher à différentes dimensions autour de l'entreprise, aussi bien l'aspect financier que l'aspect environnemental pur. D'accord. En matière d'éco-conception, vous parlez notamment d'éco-conception au niveau amont de la filière, de l'activité vigneronne et vignerons. Difficile de ne pas avoir d'emballage dans la filière vin. On dit souvent que le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas, mais le vin est un produit liquide donc, et qui se transporte de plus en plus, qui se consomme de plus en plus à l'étranger. Donc aujourd'hui, comment est-ce que vous intervenez chez les vignerons et vigneronnes et comment il peut progresser en matière d'éco-conception et notamment amont, c'est-à-dire dans le fait de limiter au maximum l'utilisation de matière pour commercialiser son produit? Alors aujourd'hui, ce que l'on a essayé, ce que l'on a fait tout simplement, on a édité un guide pratique spécifique pour les acteurs de la filière vin, où on a donc rappelé quels étaient les principes de l'éco-conception, l'analyse de cycle de vie des emballages, enfin l'analyse de cycle de vie tout court, et on a essayé donc de reprendre quelques exemples avec les emballages les plus représentatifs du secteur vitivinicole. Et ces emballages ont été repris sous forme de fiches où l'on permet de façon simple, entre guillemets, aux viticulteurs d'identifier les actions qu'il peut réaliser, des actions qui vont être identifiées comme étant faciles à mettre en œuvre, jusqu'à un petit peu plus difficile. Déjà, ça leur permet de se dire ok, là je peux y aller, ou voilà, j'aurais peut-être besoin d'accompagnement, ou je laisse ça un petit peu plus tard, mais en tout cas ça lui permet en tout cas d'avoir une première approche dédramatisée et facile d'accès avec une prise en main, j'ai envie de dire, plus aisée. Ce que l'on fait également, ce que je tiens à préciser, c'est qu'à Adelph, au-delà des contributions, on a également à disposition de nos adhérents des services très clairs qui aujourd'hui sont gratuits, tels que par exemple le diagnostic sur site, où vous avez un expert qui va venir intervenir entre une journée et 2 jours directement sur le site et accompagner l'adhérent sur tout le process de conditionnement et voir avec lui quelles sont les marges
ou les progrès, en tout cas les pistes d'optimisation qu'il peut avoir, aussi bien en termes d'achat de matière que d'utilisation également d'autres composants pour constituer ces emballages. Donc il y a tout cet accompagnement, donc j'en passe, il y a d'autres types de services, la formation à l'éco-conception, voire même utiliser certains outils qui sont un petit peu plus techniques et qui demandent un profil un petit peu plus poussé pour pouvoir calculer l'impact environnemental que va avoir un emballage. Et bien évidemment, nos services techniques sont également à la disposition des adhérents s'ils ont des questions spécifiques par rapport à l'un de leurs emballages, qu'ils souhaitent avoir un petit peu plus d'informations ou de conseils pour savoir s'il est bien de l'utiliser ou pas. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples ou retours d'expérience de sollicitation du monde professionnel de vignerons et vignerons en matière d'éco-emballage? Oui, sur notre intervention de cet après-midi, justement, on a repris quelques exemples, notamment avec Gabriel Maître, qui, alors si je ne dis pas de bêtises, qui a travaillé sur une bouteille éco-conçue. Donc là, c'est un travail de longue haleine, il faut le dire aussi. C'est une démarche, une fois qu'on entreprend, c'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts. Ça prend un petit peu de temps. Donc ça, c'était pour la partie de Gabriel Maître. On a également les vignerons de caractère, également, qui ont eux aussi travaillé avec les verriers pour concevoir une bouteille plus légère et qui respecte tout à fait leurs attentes, en tout cas en termes d'emballage sur un produit qualitatif qu'ils souhaitent avoir. Les premiers, moi je me souviens d'un premier enseignement que l'on avait eu, c'était avec, il faudrait que je me souvienne du... Catalan peut-être. Exactement, c'est tout à fait ça, merci Yann. Les vignerons catalans qui avaient fait un diagnostic sur site pendant 2 jours et que l'on avait recontacté 6 mois après à peu près pour savoir un petit peu quels avaient été leur retour d'expérience et également quels étaient les gains qu'ils avaient pu faire suite au passage de l'expert et ce qu'ils avaient pu mettre en œuvre, les actions d'optimisation qui leur avaient été proposées. La surprise a été agréable, j'ai envie de dire, puisqu'ils nous ont dit qu'il y a certaines actions qu'ils avaient pu mettre en œuvre, notamment l'utilisation de rabats pour les cartons qui étaient plus courts, l'utilisation également de certaines colles qu'ils pouvaient diminuer. Et donc pour eux, bien évidemment, un impact environnemental qui a été moindre, mais aussi un impact sur le coût. Puisque ça, ils ont pu voir les retours sur investissement, j'ai envie de dire, même s'il n'y a pas réellement eu d'investissement, c'était juste des décisions à prendre pour se dire, ok, on arrête cette pratique, ou cette façon de procéder, ou l'utilisation de tel ou tel autre type d'emballage. Et ça leur a permis, en l'intervalle de quelques mois, d'avoir des gains financiers qui sont assez importants et forcément d'avoir un impact, notamment sur le CO2, qui était moindre. D'accord. Aujourd'hui, nous avons des acteurs de poids sur le marché international. Je pense au monopole canadien qui se fixe de façon très proactive des normes ou des standards qui consistent à alléger considérablement les conditionnements, notamment la bouteille verte. L'objectif étant, on prend un tonne par-ci par-là, 320 grammes de bouteille pour le marché standard, enfin le marché de masse. Comment se situe aujourd'hui la vigne française, les vignerons français et les vigneronnes françaises sur le marché? Est-ce qu'ils ont tendance à pouvoir être en capacité de répondre à ces demandes et est-ce que vos apports sur le marché français et vos enjeux sur le marché français se mutualisent par rapport aux attentes du marché international? Alors, moi j'ai envie de dire en tant que responsable ou du moins en tant que point d'entrée pour ces entreprises au niveau d'Adelph, c'est vrai qu'on a des échos qui nous indiquent que, notamment au niveau du Canada, les pressions sont fortes pour avoir des bouteilles qui sont plus légères. Donc dans certains cas, notamment lorsque l'on a des vins d'appellation ou en tout cas qui répondent à certaines normes pour pouvoir appeler ou du moins avoir un vin par exemple de Grand Cru ou autre, ça peut poser problème puisque vous avez certaines normes qui sont obligatoires en France en tout cas par rapport au métier et qui imposent à ces vignerons d'avoir un poids minimum. Et ce que je constate, c'est que le poids minimum qui est imposé, en tout cas à ces vignerons, par rapport au poids qui est imposé dans le cas du Canada, qui est beaucoup moindre, on va gagner peut-être 80 grammes, voire jusqu'à 100 grammes, il me semble, sur certaines de ces bouteilles. Et là, le gap semble un petit peu difficile pour ces entreprises. Déjà, dans un premier temps, il faut convaincre tous les acteurs de leur secteur, ou j'ai même envie de dire de leur département, de façon à ce que tout le monde aille un petit peu dans ce sens-là et qu'ils arrivent à le mettre en œuvre. Aujourd'hui, moi je ne peux que considérer les objectifs qui sont fixés par le Canada comme un levier, j'ai envie de dire, pour
pour les producteurs français, puisque justement ça va les forcer pour ne pas perdre un marché, parce qu'aujourd'hui ce qu'ils veulent c'est quand même vendre leur vin. Si au niveau du marché français cela commence à s'essouffler un petit peu, il va bien falloir regarder la porte d'à côté. Et là, pour pouvoir y rentrer, il faut répondre à certaines obligations ou à certaines conditions. Et là, les entreprises devront rentrer dans cette démarche-là. En tout cas, c'est quelque chose qu'elles vont commencer à faire de plus en plus. On voit que ça bouge, peut-être pas comme on voudrait que ça bouge, mais en tout cas, les choses bougent. Et ça me faisait penser justement que on a besoin, même nous à Delft, ou voire même ces producteurs, on a besoin de l'intervention, en tout cas d'interprofessions telles que Interop. Par exemple, aujourd'hui, on est content, nous, d'intervenir sur ce salon, puisque ça va permettre de faire passer le message, de dire aux entreprises qu'il y a des actions qui se font, il ne faut pas croire, il y a des idées reçues. Le consommateur change de plus en plus son point de vue et regarde autrement aussi bien le produit qu'il consomme que l'emballage qui le conditionne, et que donc ils ont tout intérêt aujourd'hui à rentrer dans cette démarche-là. Les services que l'on met à leur disposition leur permettent de commencer à les enclencher et vont également leur permettre, au-delà du marché français, d'atteindre ces marchés-là. Donc aujourd'hui, on a tout à mettre en œuvre pour que ces entreprises puissent aussi bien marquer l'essai sur le marché français et également le concrétiser sur un marché canadien. J'espère que votre présence sur le salon d'Inis Sud leur sera bénéfique. Je vous remercie, Madame Ndiaye, et au plaisir. Merci Yann, à bientôt.